Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de par l'euro et d'être... Réalisateur de À la Clairefontaine, ami très proche de Ben Arfa, il croit profondément que le documentaire permet de regarder pour mieux voir. Aujourd'hui, j'accueille Bruno Sévestre, auteur-réalisateur qui aime autant le foot que la caméra. Bonjour Bruno. Bonjour Ali. Tu es né en 1966 à Paris. Eh oui. En novembre 89, 2 ans après une prépa HEC, tu couvres la chute du mur de Berlin. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment un jeune de 23 ans se lance dans une telle aventure? Écoute, c'est une histoire un peu longue parce que entre le moment où effectivement j'ai fait cette classe préparatoire d'HEC et la chute du mur de Berlin, il s'est passé quand même des choses. Donc pour la faire courte, moi je suis issu d'une famille, on va dire bourgeoise de Paris, avec un père plutôt très autoritaire. Et quand j'ai eu mon bac d'extrême justesse, Okay. il m'a pas laissé le choix. Il m'a dit maintenant, il faut que tu fasses comme tes frères, et il faut que tu fasses une grande école. Moi, j'étais pas très matheux, physique, tout ça. Donc, il m'a dit, bah, il te reste les écoles de commerce. Moi aussi, j'ai fait une prépa commerce, donc pour l'instant, j'ai la référence. Une prépa HEC, à votre époque, on appelait ça. C'est ça. Une prépa HEC. Et donc, aujourd'hui, on appelle ça comment? ECS, mais ça a encore changé, ECG, enfin, ça change. C'est pour ça que je vois sur la bouteille, il y a marqué ESSEC. Je me Il disais. y a marqué ESSEC parce que oui, je Ok. suis diplômé de l'ESSEC bientôt. En plus, tu es diplômé. Bientôt. Mais alors, moi, je suis honteux parce que moi, dans l'idée, c'est ce qu'on appelle une erreur d'aiguillage. Mon père m'a lancé là-dedans. Et en fait, c'était une erreur totale. J'avais rien à y faire. J'étais pas doué pour ça. J'avais pas de goût pour ça. Et 2 années de suite, j'ai présenté les écoles de commerce et un échec cuisant à chaque fois. Donc, tu vois, toi, t'es diplômé. Moi, pas de diplôme. T'as pas eu ton mot à dire, en fait. J'ai pas eu mon mot à dire. Mm. Sauf que en 87, au bout de 2 ans, là, c'est vraiment la première grande décision de ma vie, si je puis dire. Je décide et j'annonce à mes parents, je pars, je vais rejoindre la Marine nationale à bord d'un escorteur d'escadre. C'est un bâtiment de combat de la Marine qui, en gros, était spécialisé dans la lutte anti-sous-marine. Et puis, ça a été une année exceptionnelle, un peu plus d'1 an, où j'ai appris mon premier vrai métier, qui était timonier. Je m'occupais un peu avec d'autres de la navigation du navire, des tracés de route, les compas, les alidades et tout ça. Et puis, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pu croiser avant. Donc en fait, j'avais fui un milieu, j'avais fui une autorité, un confort pour vraiment trouver la vraie vie. Et c'est ce que j'ai trouvé. Donc finalement, je crois que j'ai compris que en rencontrant l'autre, je commençais à me rencontrer moi-même. Et donc, quand je suis revenu à Paris, voilà, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, il faut que je voyage, il faut que j'aille parcourir le monde, rencontrer des gens. Et quoi de mieux que de le faire en racontant des histoires avec une caméra. Sauf que, mon cher Ali, je ne connaissais personne, pas de piston, rien. Mais j'obtiens un stage dans une grosse boîte qui s'appelle Euromédia Télévision. En tant que cadreur de mémoire. Alors, pas tout à fait Pas au tout à début. fait. Et c'est pour ça, c'est pas encore, parce que quand je vais à Berlin, je suis pas cadreur. En fait, je commence, ils me prennent en stage pour peindre les fonds verts. C'est-à-dire, tu D'accord. vois, les fonds verts qui servent à faire ce qu'on appelle du chroma key, des incrustes, tu sais, sur les plateaux de télévision. Et je passe quasiment presque 6-8 mois à peindre des cyclos en verre. Sauf que, voilà, je suis un peu curieux de nature et je regarde un peu ce qui se passe. Je commence à toucher des caméras, on me permet, mais je suis stagiaire. Et arrive un soir aux infos, en direct, je découvre à 20h le gros banger, c'est-à-dire on annonce la chute du mur de Berlin. Et moi, j'ai 23 ans. Je me dis, mais et je ne saurais pas t'expliquer pourquoi ni comment. Je suis attiré par ça. C'est un aimant. Et je me dis, il faut que je sois là-bas. Sauf que, bon, j'ai 23 ans. Je ne sais pas me servir d'une caméra. C'est pas grave. J'en emprunte une. J'appelle mon meilleur pote pour lui dire, viens avec moi. Et il me dit, ah, voilà, ok, j'y vais tout seul. J'avais une 205 à l'époque. Je pars tout seul. Je dors sur place, dans la voiture, il faisait un froid de canard. Et voilà, je me retrouve au milieu de cet événement historique. Et là, vraiment, ça a été le vrai déclic. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà, en gros, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Ça répond tout à fait. C'est c'est comme ça que... exceptionnel. Voilà. Très belle aventure. Après ça, pendant une dizaine d'années, tu as un peu trouvé ta voie. Tu filmes un peu tout ce qui est escalade, sport avec grosse intensité, sport d'aventure, notamment le rallye
Paris-Dakar, en passant par... alors, j'ai du mal à prononcer. L'Alpi Road. L'Alpi Road. Oui. Voilà, l'Alpi Road, la célèbre course italienne de chiens, de traîneaux, que des sports un peu de niche, mais qu'on trouverait sur l'équipe en après-midi Exactement. et qui engage le physique de gens. Mais aussi des portraits d'artistes pour M6 avec la série Fréquence Star. Et oui, que aujourd'hui, beaucoup de plus jeunes ne connaissent même pas, en fait. Mais Je connaissais pas avant de faire les recherches. voilà, bah, allez chercher, googler Fréquence Star avec Laurent Boyer. J'ai adoré faire ça. C'était mes premières réalisations dans la musique. Des portraits de Johnny Hallyday, Céline Dion, Patricia Cass, Pascal Obispo, Étienne Incroyable. Dao. Voilà. Et puis, pour un peu introduire ta passion pour le foot, en 98 a lieu la Coupe du Monde en France, qui est un gros événement, à mon avis, de la même échelle que la chute du mur de Berlin. C'est vrai. Dans Ce une genre ville, de ouais. phénomène qui mobilise les masses, quoi. Pendant des mois, un documentaire qui deviendra culte est tourné. Il est en préparation. Les yeux dans les bleus. Les yeux dans les bleus. Alors, j'ai pas trouvé l'information exacte concernant ton rôle dans la préparation de cette série. Je crois que tu as été dans l'équipe de production. C'est bien ça? Alors, en fait, c'est ça. Et tu me donnes la parole là-dessus. J'en profite pour établir aussi une certaine vérité parce ça m'est arrivé. Et je m'en excuse évidemment auprès de son auteur, réalisateur, qui est Stéphane Meunier. Oui. On a souvent dit que c'était moi le réalisateur des Yeux dans les Bleus. Pas du tout. Moi, je faisais partie de l'équipe de production des Yeux dans les Bleus. Et en fait, tu parlais des grandes épreuves sportives que j'avais pu couvrir. Il y en a une que tu n'as pas citée, mais qui s'appelle le Raid Gauloise. Et le Raid Gauloise, c'était la référence. La course mythique de sport nature extrême et chaque année on est dans un pays pour filmer des concurrents qui en 10 jours devaient rejoindre un point A à un point B en survie avec des points de passage obligatoires, bref, et c'est là que j'ai rencontré mes futurs associés. Donc j'ai rencontré Stéphane Meunier, Jérôme Cazat et François Pécheux. Voilà, François Pécheux à l'époque était journaliste sportif à Canal. On décide de créer cette société qui s'appelle 2P2L. Et puis, François Pécheux, c'est lui qui a l'idée d'aller contacter Aimé Jacquet pour lui dire voilà, on aimerait faire un film, ce qu'on appelle Inside, sur, évidemment, l'équipe de... Je rappelle qu'à l'époque, tout le monde donnait perdant l'équipe de France. Oui. Personne n'y croyait, tout le monde, c'était le Jacquet bashing, enfin, c'était terrible. Nous, on s'est dit, il y a un truc à faire. Et c'est Stéphane qui, et c'était complètement novateur, une petite caméra DV qui est pas plus grosse que ça, et c'était la première fois qu'on utilisait ça, allait s'immerger au sein de l'équipe de France pour suivre tout le parcours. Donc, il a non seulement suivi le parcours, mais évidemment la victoire, ce qui était incroyable. Le tournage commence à quelle date exactement? Et au tout début des stages. Ok. Ouais. Alors, te redonner la date, tu verras que je suis pas très bon en chiffres, mais Oui. mais dès le C'est début, en 98. Ah oui, les derniers bien matchs sûr. amicaux. Ouais, je sais plus exactement. Pardon pour voilà, mais c'est ça. Okay. Et donc, c'est notre première production. En parallèle, en fait, François Pécheux et Jérôme Cazat animaient une émission qui s'appelait Le Journal de la Coupe du Monde pendant la Coupe du Monde. Et puis pendant ce temps-là, moi, je faisais des sujets pour cette émission, pour Canal, pour faire tout un tas de sujets en France sur la Coupe du Monde. Les Bleus gagnent, et là, c'est complètement fou, quoi. Voilà, donc les astres se sont alignés, en fait, pour vous. C'est ça. Toutes les planètes étaient bien alignées. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça a été moi, ce que j'ai trouvé, c'est un élan de liberté. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça m'a reconfirmé dans ce que je voulais faire. C'est-à-dire que c'est ça, l'immersion en équipe très réduite avec du matériel léger. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été fait en 98. Et puis, je pense que tu es assez fan de foot pour avoir suivi tout un tas de documentaires sur le sport, sur le foot. Oui. Aujourd'hui, tout ce qui concerne les sélections, mais même dans plein de sports, aujourd'hui, moi, j'appelle ça des films de fédé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on avait une liberté totale à l'époque. Aujourd'hui, c'est maîtrisé. Tu as un directeur de la com. Je me souviens des images de Les Yeux dans les Bleus. Vous pénétrez dans les vestiaires, les tables de massage. Il y a tellement d'extraits qui est devenu culte. Exactement. Donc voilà ce que ça m'a effectivement apporté. Quel était mon rôle? T'étais déjà passionné de foot à l'époque?
ou pas Alors, vraiment? moi, je suis un peu passionné de foot, ouais, depuis un peu tout le temps. Ok. D'ailleurs, quand j'étais petit, oui, bien sûr, j'ai fait du foot. Secrètement, j'aurais aimé être footballeur professionnel, mais comme je te l'ai expliqué, tu Oui. imagines bien que dans ma famille, bah, c'était même pas la peine d'en parler. Donc oui, c'est des rêves de gosse, mais oui. Alors, peut-être que j'aurai l'occasion de t'en parler plus tard pour te raconter un peu les projets que j'ai, mais moi, je suis supporter de Saint-Étienne, en fait. Qui vient d'être relégué en Ligue 2, malheureusement. Ah. Et malheureusement, sauf que moi, si tu veux, quand j'avais 10 ans, à peu près, oui, c'est ça, en 76, c'est la fameuse épopée européenne Oui. des Verts. Moi, j'étais à Geoffroy Guichard avec mes frères, voilà, ma mère, les écharpes. Donc moi, c'est Saint-Étienne gravé, parce que nous, on a une famille, une maison, j'allais dire familiale, depuis des années et des années dans la région. Et donc, on a connu ça de près, quoi. Voilà, donc moi, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne, ok. Et toi, je vois que c'est la Roma. Pas vraiment, c'est juste un maillot que j'aime bien, mais moi, c'est le Barça. C'est D'accord. le Barça, Ok. et d'ailleurs, la Roma nous avait éliminés en 2017 après une remontada, donc c'est pas vraiment un club Très que fort, j'aime. la Roma, très Très fort, et ouais. Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes. Donc après Les yeux dans les bleus, tu t'es lancé dans l'aventure qui t'a fait connaître du grand public, à la Clairefontaine. En 99, pour ceux qui connaissent pas le contexte, il y a la même équipe de P2L qui se lance dans le tournage d'une série. En gros, filmer dans leur quotidien les 800 candidats de... Non, il y avait 800 candidats Ah, à la base, les 24. au oui. départ, et en fait, ils étaient plus que 24. Oui, Ouais, les 24 candidats de la génération 87, qui étaient 86, qui étaient sélectionnés pour intégrer INF Clairefontaine. Quel souvenir tu gardes de ces 3 années complètement folles? C'est indélébile, une aventure pareille, tu vois. Mais je crois que le premier souvenir que j'ai, c'est que dans la foulée donc, des yeux dans les bleus, notre boîte bénéficie évidemment d'un certain crédit auprès des diffuseurs. Et puis Canal, si tu veux, c'est un partenaire historique. Et à la fin des yeux dans les bleus, Aimé Jacquet nous dit « Bon les gars, ok, on est champions, vous avez fait un film de ouf, très bien. Maintenant, voilà, ce qui serait bien, c'est vous avez montré les champions, ça serait de raconter la formation à la française. C'est-à-dire comment comment un gamin fait pour évoluer jusqu'à devenir champion du monde. » Vous êtes allé à la source après avoir remporté le... En fait, c'est ça. Ah oui, ok. En fait, c'est ça. C'est une boucle inversée, bouclée, quoi. Et donc, Stéphane Meunier, lui, je crois il avait un peu envie de prendre du recul par rapport à tout ça. Et puis, il avait tellement donné que moi, j'ai répondu présent tout de suite. Et puis là, ce qui est incroyable, c'est qu'on décide de filmer l'arrivée j'allais dire, de la promotion avec l'accueil de Monsieur Dussault. On n'a pas de diffuseur. Donc, on prend le risque. Je tourne pendant une première semaine et au bout d'une semaine, je fais ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire un bout à bout, un montage voilà. Et on va voir Canal+. Et on va voir cet homme que j'oublierai jamais, qui s'appelle Alain De Greef, directeur des programmes de Canal à l'époque. On est en août 99, septembre 80. Ouais. Je lui montre le bout à bout et je lui dis, ben voilà, j'aimerais suivre le cycle de préformation pendant 3 ans. Donc, c'est quand même un projet ambitieux, coûteux et tout ça. Avant, très bien. Et combien tu vois un film de combien? Je dis, un film d'1h30, ça serait tellement incroyable. Il me dit, non, on va pas faire un film d'1h30, on va faire une série. Et je dis, ah oui, et combien? Et je dis, il me dit, on verra, mais on part là-dessus. Ce qui était fantastique à l'époque, Canal, c'était un laboratoire, tout était possible. Aujourd'hui, évidemment, tout ça, c'est fini. Donc, on avait la possibilité d'essayer des choses. Et des gens comme Alain De Greef et Pierre Lescure nous donnaient cette opportunité. Et donc, on a foncé.
on savait pas du tout combien d'épisodes on allait faire. J'ai commencé à tourner à l'INF, à l'Institut National du Football, à Clairefontaine, 1 semaine par mois, pendant 3 ans. Et j'avais une chambre à louer à l'INF. Donc, pour moi, c'était capital parce que c'est un peu tout ce que j'avais eu envie de faire. Et ce que je t'ai raconté, c'est ce que les yeux dans les bleus ont généré, c'est que moi, je voulais faire de l'immersion. Et donc, je me suis immergé. Et ce qui était extrêmement important pour ce genre de film, et ce que j'ai fait après par la suite, c'est de toujours instaurer un climat de confiance. Donc, en fait, un climat de confiance, ça va dans les deux sens. Et donc, quand tu as 12, 13, 14 ans, tu te méfies des adultes. Tu te dis, mais qui c'est, lui, avec sa caméra et tout ça. Et les premiers mois, j'ai très peu tourné pour que justement... Pour que la caméra devienne témoin. Exactement. En fait, pour qu'il s'habitue à moi et que de temps en temps, je sorte la caméra. Et ce que j'ai fait avec Athème, mais ça, je t'en parlerai après, ce qui fait que, en gros, pendant 3 ans, j'ai pu filmer ce que j'appelle la beauté du réel. C'est-à-dire que j'étais là, et puis Alors, ce qui est marrant, je te raconte une petite anecdote, parce qu'en fait, je les ai tous retrouvés là. Pour les 50 ans de l'INF, on s'est tous retrouvés. Toute la génération. Toute la génération. Incroyable. Ouais, j'ai fait un petit sujet là-dessus. En fait, et on a tous reparlé de tout ça. Et j'avais instauré un système, mais qui était venu comme ça. Je voulais pas faire d'interview posée, classique, voilà. J'avais mes scènes dans ce que j'appelle le cinéma direct, c'est-à-dire le vrai réel, pris, capté, sans mise en scène, sans rien. Et derrière, j'avais envie un peu d'avoir leur sentiment. Donc en fait, j'ai instauré un système que eux ont appelé le questionnaire, à tel point c'est que chaque fois que je venais, ils me disaient, bon alors le questionnaire. Et en fait, c'était des feuilles que chaque question était sur une feuille. Donc je leur donnais une feuille, ils étaient dans leur chambre, j'installais ma caméra sur un trépied, je sortais de la pièce, ils étaient face à la caméra, si tu veux. Et il se trouve qu'après, t'as peut-être pas connu ça, mais est sortie une grande télé-réalité qui s'appelait, je crois, Love Story. Non, non. Attends. Je sais plus. Secret Story. Secret Story, Oui, je je sais connais. plus. Oui. Tu sais, la première télé-réalité Oui. où il y avait un confessionnal. Et le confessionnal, c'était ça, en fait. Mm. Moi, j'avais fait ça à Clairefontaine sans vraiment le savoir que, en fait, c'était ça. Et en fait, ils adoraient ça. C'est-à-dire que j'avais des questions qui étaient personnalisées. Ils avaient personne en face d'eux et ils trouvaient ça marrant et voilà. Et donc, je pourrais t'en parler des heures de Clairefontaine. Donc, C'est passionnant. Arrête-moi, mais oui, je les ai retrouvés. C'est fantastique, fantastique. On a gardé des liens, ouais. Ils ont monté une association. Je le dis ça pour ceux qui s'intéressent au parcours de tous ceux qu'ils ont vus à travers cette série. Ils ont monté une association qui s'appelle Génération 86. Fantastique. Et ils viennent et ils font des bootcamps, ils vont dans les clubs et ils racontent leurs expériences et ils préviennent les parents, les familles et même les enfants des dangers, de la notoriété, de tout un tas de choses qui tournent autour du foot. Voilà. Avant de parler de Hatem Ben Arfa, il y a un autre gamin avec lui, il s'est battu à Clairefontaine, qui s'appelle Abou Diaby. Ouais. Et on a tous cet extrait en tête où Ouais. il s'insulte dans Alors, c'est marrant que tu me le parles de couloir. ça. Et j'aimerais un peu que tu me racontes cette anecdote et plus largement le souvenir que tu as de Diaby. C'est un joueur qui a été oublié, Alors, Abou, qui a souffert de blessures. Abou, c'est ça son problème. C'est que un joueur, mais tellement talentueux, mais tellement brillant, tellement fort. Il était impressionnant. Il était très fort. Et puis, la nature lui a donné un physique un peu fragile. Voilà. Donc, en fait, il a enchaîné les blessures et il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Pour revenir sur ce que tu me racontes, alors c'est marrant parce que je crois qu'à chaque fois, on me parle de cette scène. C'est une scène qui doit faire 2 minutes, 2 minutes 30 sur une série qui en fait 16 fois 26. Ouais. Et tout le monde retient ça, évidemment. Donc ça a beaucoup parlé. Et puis quand on s'est retrouvés, même avec Abou et même avec Hatem, on a parlé de cette scène. Est-ce qu'il fallait la montrer et tout ça.
Quand ils avaient 12-13 ans déjà, tu leur as demandé aussi. Non, Ah non, quand oui, il s'est après. revenu après, Oui, ok, tu ok. vois, quand il... Avec du recul, oui. 20 ans après, Oui, oui. ouais, avec du recul, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, je dis, mais et si c'est à refaire, bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que à l'époque, l'INF était en déplacement en Espagne pour un tournoi. Et moi, je trouvais que ça racontait énormément de choses. C'est-à-dire qu'une équipe, si elle n'est pas soudée, euh, derrière, tu peux pas performer, tu peux pas avoir les résultats qu'on attend. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est ni plus ni moins qu'une querelle de pré-ado, quoi. Oui, oui, Tu vois? absolument. C'est que toi, t'en as pas eu des querelles comme ça? Si, non, mais pour moi, c'est normal. Mais... En fait, tout est normal. Oui. Et en fait, c'est ça. Et comme ces deux joueurs ont eu la carrière et l'exposition médiatique qu'on connaît, c'est devenu viral. c'est devenu viral. Voilà. Mais pour moi, c'est un épiphénomène. Ça fait partie de la série comme... Mais t'as eu raison de montrer ça parce que ça fait partie de la oui, comme tu dis. oui. Et il y a des clubs aussi, ils veulent que pour leur intérêt que je vienne pour que plus tard je joue avec eux. Et moi, des fois, ça m'agace quand ils disent ça et tout. Et moi, j'ai pas envie qu'ils me prennent comme un bijou. Pendant ces 3 ans à Clairefontaine, il me semble qu'Athème sort déjà du lot. Il y a presque 10 ans, tu disais à France Bleu que ta relation avec lui était devenue fraternelle au fil des années. C'est un mot T'as très fort. retrouvé ça. J'ai retrouvé ça. Un mot très fort, fraternel. Tu l'as rencontré à 12 ans. Il en a aujourd'hui 38. Est-ce que tu peux me raconter comment est née votre amitié? Alors, c'est une histoire... ouais. Et donc, j'ai rencontré effectivement Athème. Il avait 12 ans. Il était surclassé. Les autres étaient nés en 86, lui en 87. Ah oui, de ma confusion tout à l'heure. J'avais dit 80. Exactement. Donc il avait un an d'avance. Donc un peu plus petit, mais un peu plus petit par la taille, mais par le talent. Si tu veux, il y a deux choses qui crevaient l'écran avec Athènes. C'était lui, le gamin espiègle, facétieux, avec du caractère, et son talent, son foot. À 12 ans, le voir sur un terrain, mais tout le monde, si tu veux, était bouche bée. Tout le monde. Que ça soit les gens de l'INF, et quand ça jouait un peu plus tard avec le club, justement, de l'INF, les recruteurs, les familles, enfin, c'est... Voilà. Donc, tout le monde était sur lui déjà dès son plus jeune âge. En fait. Il se trouve que la série, évidemment, l'a mis en avant, pas que lui, mais il en faisait évidemment partie, tu vois. Donc ça a provoqué une attente, une exposition médiatique très importante. Et quand la série est sortie, eh ben, effectivement, beaucoup de gens ont commencé à parler d'Athème. Et il a 15 ans quand elle sort. Ouais, exactement. La série sort en 2002. Et ce qui se passe, c'est que lui, c'est d'ailleurs dans la série, il a signé son premier contrat dans le bureau de Jean-Michel Aulas pour aller commencer sa formation à Lyon, quoi. Et après, signer son premier contrat pro. Donc, en fait, il était attendu partout. Et même sur place, il y en a plus d'un qui disait, bon, c'est pas parce que tu as montré ta tête à la télé que tu as tous les passes droits et tout ça. Donc, il était doublement attendu. Et puis, les années ont passé. On ne s'est pas vu pendant un moment. Et moi, il se trouve que, évidemment, je les suivais tous, de loin. Et à thème, je voyais qu'on parlait de lui parfois en très bien, et puis parfois pas en très bons termes. Tu vois. Et puis, il y a tout un tas de gens qui ont pris la parole, des observateurs, des journalistes, pour dire, voilà, Thème Ben Arfa, ingérable, l'enfant terrible du foot français et tout ça. Et moi, ça correspondait pas au Athème que je connaissais, quoi. Des articles qui sortent dès le début de sa carrière? Ah, très tôt. Très tôt. Ouais, très tôt. Hein. Okay. Très tôt. Pas la première année, mais très, très rapidement. Et puis tout ça, ça court. Et moi, je l'ai pas vu pendant toute sa période à Lyon, parce que, en fait, je prends, si tu veux, la décision de reprendre contact avec Athème en 2010. En 2010, parce que je me dis, en fait, c'est un peu, c'est des ressorts psychologiques qui se mettent en place. Moi, je nourris une certaine forme de culpabilité vis-à-vis de lui. Je me dis, finalement, cette surexposition médiatique, et je n'y suis pas étranger totalement.
Donc j'ai une petite dette. Et donc je reprends contact avec lui. Et on se retrouve à Marseille pour son dernier match du championnat. Et je l'attends à la sortie. Et je suis accompagné par son conseiller, qui n'était pas son agent, Michel Voisine. On ne s'est pas vu depuis 8 ans. Et on se tombe dans les bras l'un de l'autre comme si on s'était quitté la veille, quoi. Et sauf que je l'avais quitté, il avait 15 ans, avec un peu de duvet sous le nez. Et là, je retrouve un gaillard musclé, et, tu vois, et qui est devenu un homme. Donc moi, ça m'a fait quelque chose. Et puis lui, j'imagine, faudra lui demander un jour, j'espère que tu le recevras, mais lui, il retrouve celui qu'il a filmé pendant 3 ans quand il était gamin, tu vois, qui a immortalisé une enfance, une adolescence. C'est pas rien, tu vois. Parce qu'à cet âge-là, c'est vraiment la chrysalide qui devient papillon. C'est pour ça que j'adore, moi, faire des documentaires qui tournent autour de cet âge-là, parce qu'il se passe des choses fantastiques, c'est spontané, c'est honnête, c'est innocent, bref. On se retrouve, et puis là, on se dit, bon, on va continuer. Mais on ne signe pas de contrat, on ne se dit pas on le sort tel jour, on y va, et je filme. C'était 2010 jusqu'à l'année dernière. Donc tu imagines, ça fait 14 ans de tournage non-stop. C'est combien d'heures de tournage? C'est dément. Mais, alors, je sais que tu t'intéresses, parce que quand tu m'as contacté, tu m'as dit que tu t'intéressais au documentaire. Absolument. En fait, moi, j'ai une petite particularité, c'est que, en fait, je tourne pas énormément. Je tourne, et il se trouve que j'ai eu la chance de donner un peu des cours ou des masterclass là-dessus, et je raconte toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut pas toujours tout tourner. Il faut pas toujours filmer et on se dit on verra au montage. Il faut avoir une vision des choses où moins tourner pour mieux tourner. Ça a plein de vertus. Si je fais un documentaire sur toi et que je te suis toute la journée avec une caméra sous le nez, tu vas vite en avoir marre. Et du coup, tu vas pas être toi-même, tu vas être agacé, tu vas être un peu sur tes gardes. Voilà. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est ce que j'appelle un peu du film animalier. Tu sais, le film animalier, il faut avoir la patience d'aller choper le lion qui va aller boire à l'étang. Il faut de la patience, du temps, en fait. Et tu sors la caméra quand ça arrive. C'est un peu ça, en fait. Le travail hors champ, il est très important, en fait. C'est capital. Ouais. Tu sais, je dis souvent que filmer, c'est 10% de mon travail. C'est rien, en fait. Toi, tu provoques les choses. Je provoque rien. Tu les attends. Je ne provoque jamais rien, au contraire. En fait, tu es disponible. Il faut être disponible à ce qui t'attend. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce qui t'attend, mais voilà, moi j'aime bien dire que je cherche ce qui m'attend. Il faut être complètement ouvert. Et donc, ça, c'est une certaine disposition à l'autre. C'est ce que j'appellerais une éthique, c'est-à-dire d'être ouvert à ce qu'on pourrait appeler les petits accidents du quotidien. Voilà. Et là, ta caméra doit être là, tout le temps, proche. Et dès qu'il se passe quelque chose, là, tu filmes. Et ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Donc, pour ça, ça veut dire, Ali, si tu veux faire du documentaire, que pour que le filmage, j'aime pas ce mot-là, mais le fait de filmer vienne à un pourcentage de 10%, il faut que tu aies la maîtrise totale de ton outil. Donc, il faut d'abord que tu passes par la référence technique, c'est-à-dire que tu maîtrises totalement ta caméra de façon à ce que quand tu la sortes, tu n'aies pas le fait de faire tes réglages soit un réflexe et non pas une pensée. Pourquoi ? Parce que filmer le réel, c'est l'anticiper. Si je fais un documentaire sur toi et que tu vas discuter avec quelqu'un, avec ton frère, si je dois te filmer, je dois être en capacité d'anticiper la réaction que tu vas avoir dans la discussion que vous allez avoir. D'accord. Donc en fait, c'est une approche, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que l'humain, c'est ce qu'il y a de plus fort, moi en tout cas, c'est ce que je recherche, c'est avoir une approche un peu psychologique des événements, des gens, de leur interaction et tout ça. Et jamais mettre
en scène quoi que ce soit, jamais provoqué quoi que ce soit. Oui. Mais je pense on aura droit bientôt à quelque chose d'encore plus précis. Est-ce qu'il n'y a pas un film qui est en cours de réalisation par Bruno Sevestre? Oui, exactement. Ça fait depuis le début, ça fait 20 ans que je le connais. C'est lui qui a réalisé à la Clairefontaine. Et après, qui a continué de me suivre. Et il y a vraiment des images sans filtre, comme je suis. C'est-à-dire... Comme maintenant? Non, mais encore pire. Il y a des trucs... c'est-à-dire, il n'y a pas de filtre. Et ça ne sera pas ma gloire. Ça sera vraiment un truc... Donc j'imagine que c'est un peu ce que tu fais depuis 2010, d'essayer d'être témoin de la vie de Hatem. C'est ça. Parce que tu prépares quelque chose, il me semble. Ah, alors, ouais, alors bon, on va dire que c'est pas un scoop, parce que c'est vrai que enfin, en même temps, c'est la première fois que j'en parle. C'est un scoop, on peut le dire. Ouais, et c'est-à-dire que toutes ces années de tournage ont donné le fruit. En fait, on a décidé avec Hatem de faire une série. Alors, j'avais commencé un petit peu à en parler il y a je sais plus, ça remonte, hein, il y a peut-être 10 ans. Ouais, c'est ça, il y a à France Foot, un journaliste de France Foot. Et je pensais pas que l'info, voilà, il avait titré Bruno Sevestre, l'homme qui filme Ben Arfa. Et derrière, forcément, surtout chez les fans, mais pas que, j'ai reçu beaucoup d'appels en fait. On me dit, mais alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Il se trouve que un document sur Hatem, tu imagines bien que comme Hatem ne s'exprime quasiment jamais, très très peu, en fait, il y a un vrai mystère autour de lui. Oui. On a dit tellement de choses sur lui. Mais les gens qui se sont exprimés, parfois, ne l'ont même jamais rencontré. Hein. Donc, il s'est dit tout et n'importe quoi. Et en fait, cette série, c'est exactement dans la veine de ce que je t'ai expliqué. C'est ce que j'appelle le cinéma direct, le cinéma du réel. Pas de mise en scène, pas de provocation, pas d'artifice. Lui et moi je suis avec ma caméra et je suis témoin de sa vie, en fait. Donc, en fait, c'est un film, enfin une série, alors, évidemment, dont le sujet principal est Hatem Ben Arfa, mais le foot, là-dedans, c'est pas vraiment le principal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter la trajectoire d'un garçon surdoué qui, pour moi, n'est pas né à la bonne époque, en fait. D'accord. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'il est Dans né... le bon pays non plus? alors, peut-être pas dans le bon pays non plus, ouais, peut-être, effectivement. Tu me questionnais sur ses idoles. En fait, Oui. ses idoles, Maradona, Cruyff, Pelé, ce sont ce qu'on appelle des artistes. Et Hatem, lui, c'est pour moi ce qui, voilà, il incarne le foot romantique, c'est-à-dire que le Brésil des années, des belles années, des années 70, où on laisse exprimer les artistes. Donc, il n'est pas né à la bonne époque parce que il est rentré dans un système. Le foot moderne aujourd'hui n'aime pas forcément les artistes, ou alors les bride. Et donc, c'est vraiment quasiment le cœur du sujet de cette série. Et c'est vrai que ça donne des séquences absolument incroyables parce que Hatem ne fait pas attention à moi, ne fait pas attention à la caméra. Parce que ce que j'ai très vite raconté à Hatem, c'est de m'oublier. C'est-à-dire de faire comme si je n'étais pas là quand je filme. Et la relation que j'avais avec eux, gamins de l'INF, en fait, c'est la même qu'on a eue. Donc, il était habitué à ça. Et donc, il sait très bien que la majeure partie du temps, je ne filme pas. Et puis, de temps en temps, je sors la caméra, je filme, et il n'y fait même plus attention. Voilà. Et ça donne des choses très fortes. Tu mets vraiment l'eau à la bouche pour cette série. C'est une série, c'est ça? C'est pas un film? Alors, non, pour l'instant, c'est une série. Mais tu me donnes la parole pour parler de ça, donc merci. Et à cette occasion, tu peux pas imaginer le nombre de gens qui, chaque année, me re-questionnent. Alors, cette série, elle sort quand? Les fans, incroyable. Et donc là... Répondons à tous ces fans. Alors, je réponds à ces fans, c'est que cette série, elle est quasiment terminée. Et sauf que, comme depuis le départ, avec Hatem, nous, on est pressés de rien. Donc, elle est terminée, mais tu as affaire à deux malades mentaux de la perfection.
des perfectionnistes maladifs que sont Hatem et moi. Et aujourd'hui, on n'est pas encore satisfait du résultat. Donc, on a 8 épisodes de 40 minutes. D'accord. Donc voilà, pour répondre un peu à ta question, combien de rushs? J'ai pas mis tous les rushs. J'ai mis vraiment la crème de la crème, quoi. Donc cette série, elle existe, elle est dans nos tiroirs, mais on la sort pas parce qu'on a encore envie d'y travailler. Donc là, on a décidé de faire un break. Voilà. Il se trouve qu'avec Hatem, ça nous est arrivé de faire des breaks. On n'a pas toujours été d'accord sur tout. Voilà. Ça se passe comment quand c'est toi qui fais le montage? Il Oui, est à côté bien de toi. sûr. Il est à côté de toi et tu. Non, alors il n'est pas à côté de moi. Moi, je suis seul le travail à deux sur une série. Bah, en fait, tu sais, moi, je voudrais pas, et c'est ce que je lui avais dit, c'est pas la série d'Hatem, c'est-à-dire Hatem s'offre sa série, tu vois. Oui. Voilà. Moi, mon métier, ça fait un peu plus de 30 ans que je fais ça, c'est que moi, en tant que documentariste, j'offre un regard sur le monde et sur les gens que je filme. Et donc, ça, c'est un peu le deal qu'on a. Donc, lui, je lui propose des séquences que je monte, parce que j'adore monter. D'ailleurs, je dis à tous ceux qui veulent bien l'entendre, le montage, c'est la meilleure école du tournage. Parce qu'à partir du moment où tu montes tes propres rushs, je te garantis que la fois d'après, tu tournes différemment. D'accord. Voilà. Il faut toujours se confronter à ces rushs. Donc, j'adore monter. Donc, en fait, ça fait... mais j'ai commencé le montage il y a longtemps déjà. J'ai commencé le montage, je pense, à l'époque où on était à Bordeaux. Voilà, donc je sais pas quelle année. 2020. Tu vois, c'est toi qui tiens les chiffres. 2022, je crois. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, juste après le Covid, donc 2021. 2020, oui, sinon. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai commencé le montage là. Oui. Et petit à petit. Et ce qui est fantastique, c'est que moi, j'ai de quoi monter un MacBook Pro, des disques durs, donc je peux monter n'importe où dans le train. Et comme à chaque fois, avec Hatem, je l'ai suivi, ce qui était fantastique, c'est qu'il demandait toujours à avoir une maison avec une chambre pour moi. Donc en fait, à chaque fois, je l'accompagnais, je tournais, puis je montais, je lui montrais. Ah, parce que tu l'as suivi partout, en fait. Pendant toutes ces années. Ok. Partout. Ça nous est arrivé d'avoir des petits désaccords, donc on a fait des breaks, en fait. Tu vois, en disant, on va laisser reposer, parce que c'est très intense. Puis moi, je suis quelqu'un de passionné, donc je mets tout ce que j'ai, quoi. Et puis, parfois, Hatem, en fait, on a pris le parti qui raconte son histoire en voix off, en fait. D'accord. Tu vois, je n'ai fait aucune interview. Oui. C'est un documentaire où il n'y a aucune interview d'Hatem. C'est de plus en plus rare, ce genre de documentaire. Voilà. Après, tu sais, dans le documentaire sportif, on voit beaucoup de choses qui se ressemblent et qui se refont et tout ça. Moi, c'est pas ma cam. Okay. Ça va être différent, en fait. Oui. Par exemple, la série vient de sortir sur Vinicius, que j'ai pas trop aimé. Voilà. C'est-à-dire que, tu sais, on prend un joueur et puis on fait parler tout son entourage. Oui, c'est ça, son frère. Ouais. À quel point il est formidable. Et il pleure devant la caméra parce qu'il a grandi dans une favela. Donc, ça, c'est pas ma cam. Moi, je préfère le vrai, l'authentique. Et ça, Hatem, lui, j'aurais proposé autre chose, il aurait jamais dit oui. Donc, ça, c'est aussi notre point commun. Donc, allez, si tu peux donner une deadline un peu large. Je peux pas. Aucune. Okay. Non. Et il y a plein de fois, on était prêt à la sortir. Et puis... Ah, donc ça va être une décision... Ah oui. Ok. Ça va être vraiment, ça va être une décision comme ça. Hein. Il y a déjà un diffuseur, il y a tout. On a rencontré beaucoup de diffuseurs. Ouais. Mais franchement, là, pour le coup, c'est les limites de ce que je peux te dire. Oui, non, mais je comprends. On a rencontré beaucoup de diffuseurs qui ont été très, très, très intéressés, à qui j'ai montré une bande-annonce, des épisodes. Voilà, parce que la série, je te dis, elle est quasi montée. Mais on est dans une période de break avec Hatem où on se dit que voilà, ça va peut-être repartir, comme ça nous est déjà arrivé 2-3 fois, où ça nous c'est même arrivé de faire un break d'1 an. Hein. D'accord. Tu vois, voilà. Donc, nous, on n'est pas pressés. C'est notre force, en fait. Oui, en fait, il faut profiter de cette liberté dont vous... En fait, la liberté, c'est le mot que tu prononces. Je te remercie de le prononcer. C'est le mot qui me tient le plus à cœur. D'accord. Voilà. Et lui aussi. Donc, pour revenir un peu sur du foot, Hatem n'a pas joué depuis 2022, mais n'a toujours pas annoncé sa retraite sportive. Il n'y a aucune trace d'une potentielle retraite. Est-ce que tu as des nouvelles de lui aujourd'hui? Bien sûr. Comment il va? Est-ce qu'il joue toujours au foot? Je crois qu'il fait du paddle aussi. Oui, il fait du paddle. Comment il va? Il va très bien. Il va très très bien. Il fait du paddle. Il est même plutôt très fort. Je crois qu'il est dans les licenciés. Je crois qu'il est, il est très haut placé. Ok. Voilà. Je pense que pour lui, c'est vraiment, c'est devenu
un vrai plaisir, quoi. C'est un passe-temps, mais quand tu connais un thème, il fait les choses pas à moitié, quoi. Mais il s'est pour autant éloigné du foot, il regarde plus de matchs, enfin, il joue plus. Ah non, mais il a... tu sais, Hatem, il aime le foot. J'ai jamais vu quelqu'un aimer autant le foot. D'accord. Donc ça s'en va pas. Tu sais, c'est comme quand tu aimes quelqu'un. Oui. Et il y a une séparation. L'amour, ça s'arrête pas comme ça. En fait, tu vois, même avec la séparation, l'amour, ça reste toujours, en fait. Tu vois. Donc, il a pris ses distances avec le milieu du Avec foot. le milieu, c'est différent. Ça, c'est différent. Le foot, crois-moi, quand tu le dis, il joue toujours au foot sur le terrain, là-bas, quoi. Hein. Donc, Il vient de quelle ville en Tunisie? de Tunis. De Tunis, ok. Ouais. Alors, je vais mal le prononcer. Le quartier est Tahrir. Je crois que c'est ça. Ok. Ouais. Tahrir, non? C'est dit comme ça? Ah, Ça veut dire, d'ailleurs, libération. En parlant de liberté. Incroyable. Je parle arabe, du coup. Ok. Incroyable. Donc, toujours pas de retraite officielle à annoncer, rien du tout. Non, ça, c'est, je peux pas parler à sa place. C'est particulier. Ok. Ouais. Ça marche. Il a aujourd'hui 38 ans. Il est né en 87. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Bah, on a 20 ans de différence, tu vois. Attends. S'il veut jouer au foot au Maroc, il y a le Wydad de Casablanca qui joue la Coupe du Monde des clubs cet été. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, je pense qu'il aurait adoré y participer. Et bah, s'il veut retrouver une ferveur populaire, enfin, c'est les meilleurs supporters du monde. Ouais. Objectivement. Et tu dis ça de manière très objective. Très objective, mais tu D'accord. vérifieras, tu vérifieras. Ok. Quel moment d'Hatem sur le terrain t'a le plus marqué en tant que spectateur, en tant que documentariste? Alors, moi, j'ai très peu filmé Hatem sur un terrain, comme je te disais. Donc, moi, les moments qui m'ont marqué, c'est pas des moments de foot, en fait. À Ouais. part, évidemment, ses buts, ses skills, ses dribbles. Ça, Sa Yeah. saison avec Nice. voilà, saison avec Nice, où, voilà, moi, j'étais quasiment tout le temps là. C'est n'importe quoi. Voilà. Non, moi, ce que je retiens, c'est des moments que j'ai pu filmer qui sont très forts. Je pense, par exemple, à sa blessure. Tu sais, quand il a été... il a subi l'attentat de Avec Newcastle. Nigel de Young. Ouais, ah oui, oui. Oui, je m'en souviens. Fracture tibia-péroné. Derrière, ce qui s'en est suivi, c'est une rééducation, des séjours à l'hôpital, ses premiers pas. Je crois que moi, avoir filmé ses premiers pas à l'hôpital, à la Salpêtrière, après la blessure, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Tu vois. Et surtout, après, il n'a mis que 6 mois. Et les 2 buts dont on parlait au début, Oui. Bolton-Blackburn, c'est 6 mois, un peu plus de 6 mois après sa double fracture. Impressionnant. C'est impressionnant. Donc, il faut de la résilience, il faut du combat, de la haine, de et l'amour croire en du soi. foot aussi. Et de l'amour du foot. Ouais. Voilà, ça. Et puis après, c'est des choses très personnelles qui sont dans la série, qui sont très intimes. Voilà, il y a beaucoup d'intimes. Et puis, il y a une dimension, j'allais dire, très spirituelle. D'accord. Voilà, puisque, en fait, Hatem et moi, les discussions qu'on a tournent à 80-90% autour de la spiritualité. D'accord. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très, très, très spirituel. Merci Bruno d'être venu sur IoTalk. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Pour finir, j'aimerais juste mentionner ta chaîne YouTube que tu viens de créer récemment, où tu publies pas mal de tes documentaires, de tes tournages, etc. Alors ça c'est hyper gentil Ali, c'est ce qu'on appelle une bonne passe D. Il faut concrétiser maintenant. Ça c'est super. Non mais alors je peux t'en dire un mot puisque tu me parles de ça. Alors moi c'est un truc incroyable ce qui se passe. Je vais vraiment te la faire très courte. Il y a 3 ans j'ai monté une start-up pour créer des plateformes digitales. Ça a très bien marché. J'ai monté la première plateforme de la Marine nationale. Tu vois, on boucle aussi un peu la boucle. Et malheureusement, j'ai fait une très mauvaise association. Voilà, je me suis associé avec quelqu'un qui m'a fait énormément de tort. Donc, j'ai tout perdu. Bref, je suis toujours là, résilient aussi. Et ça m'a donné l'envie, à un moment donné, j'ai toujours couru après, si tu veux, l'instant, après l'adrénaline. Et là, pour la première fois, je me suis posé. Et j'ai regardé un peu en arrière. Et j'ai sorti mes cartons d'archives. Et je me suis dit, mais tout ce que j'ai fait en un peu plus de 30 ans, ça peut pas rester dans des cartons. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais créer une chaîne et je vais partager tout ce que j'ai fait. J'ai partagé évidemment toute la série à la Clairefontaine,
Mais j'ai partagé des séries que j'ai faites sur les Diambars, qui a été réalisé par Jean-Thomas Secaldi, mais que j'avais produite à l'époque. Tout un tas de séries sur la cuisine, sur des portraits de cuisiniers. Un dernier film sur Didier Roustan, où il rencontre Hatem. Non, mais ça, c'est incroyable. Oui. Voilà. Et La rencontre de deux sensibilités foot. C'est ça. Et j'ai eu la chance de partir au Brésil pendant que le Brésil préparait la Coupe du Monde. Oui. Et on est parti avec Didier, tous les deux, pour aller voir ce qui se passe. Et voilà, j'avais envie de lui rendre hommage en publiant ça. Et voilà, et depuis, en 3 mois, alors évidemment, j'en suis pas à ton nombre d'abonnés, Ali, parce que je crois que tu as 500 000 abonnés. Moi, je suis un tout petit YouTuber maintenant, mais de rien. Mais en 3 mois, j'ai obtenu 10 000 abonnés. Et pour moi, c'est complètement fou. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, au bout de 4 mois, je frise les 15 000. Ce qui est fantastique, c'est que, en fait, c'est un formidable encouragement pour moi, parce que ça veut dire que les gens aiment le documentaire. Absolument. Et puis aiment. Et moi, je considère qu'en fait, les histoires que j'ai pu raconter, en fait, elles ne peuvent exister que si je les partage. Voilà, donc si vous avez... Abonnez-vous à la chaîne Bruno Sévestre pour revoir À la Clairefontaine, le documentaire sur les Diambars, par exemple, plein d'autres choses qui vous sortiront. Et là, il y a plein de choses et je fais un documentaire, et voilà, j'en dis un seul mot, sur une fille extraordinaire. Elle est dans le e-sport. D'accord. Elle s'appelle Lou Engel, aka Lou Piot, et je fais un documentaire sur le e-sport féminin. D'accord. Elle joue sur Valorant dans l'équipe Zerance. Et voilà, ça sort bientôt. C'est de l'immersion aussi. Et je vous promets que ça vaut le détour. Ça marche. Abonnez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ali. D'être venu. Merci à toi. Tu as une qualité d'écoute qui est très agréable et qui fait qu'on a envie de te confier des choses. Donc, je te souhaite longue vie à toi, à ton frère, à ton podcast. Merci beaucoup. Et abonnez-vous. Abonnez-vous aussi. Ciao. Au revoir. Merci. Voilà.